Les brutes tremblent dans le couloir. La rétorsion cachée d'un garçon discret, Romain Dufour, se déplaçait dans le lycée Victor Hugo comme un contour discret dans un tableau bondé, de stature suffisamment modeste pour sembler se fondre dans les casiers et le carrelage gris, les yeux toujours d'une nuance trop observatrice pour la tranquillité, les mains enfouies dans les poches d'un sweat à capuche qui avait connu des jours meilleurs, les cheveux un peu longs dans la nuque pour qu'il puisse capter la lumière du couloir, s'il lui arrivait de lever les yeux vers la fenêtre et de faire semblant de ne pas compter les respirations de la journée. Et le plus étrange était que les gens qui le rencontraient oubliaient vite qu'ils l'avaient rencontré, ce qui était exactement ce qu'il préférait parce que se faire remarquer attirait l'attention, et l'attention attirait les ennuis. Pourtant, il y avait quelque chose dans son immobilité qui suggérait un plan caché, une architecture silencieuse de force qui n'avait pas besoin de crier pour que sa vérité soit connue. Il avait appris il y a des années qu'une personne pouvait être invisible et quand même perturber le statu quo, pouvait déplacer une foule sans émettre un seul mot fort, pouvait supporter un poids sous lequel d'autres s'effondreraient et ne jamais craquer, bien qu'il n'en ait jamais parlé à personne, parce que les secrets de ce genre avaient tendance à devenir des armes, que vous le vouliez ou non. Le lycée lui-même affichait un visage familier et animé. Victor Hugo, perché sur une bande de terrain résidentiel de banlieue qui paraissait ordinaire jusqu'à ce que la lumière de l'après-midi frappe l'atrium vitré et projette un prisme sur les sols polis, le terrain de foot au-delà de la piste, une rumeur verte au printemps, l'aile des arts sentant faiblement le solvant et l'ambition, la cantine résonnant de plateaux et du bruit de quelqu'un criant à propos d'un projet scientifique dont personne ne se souciait. Et c'était dans des espaces comme ceux-ci que la présence discrète de Romain devenait une sorte de météo, assez lourde pour être remarquée quand elle changeait, assez légère pour flotter au-delà d'une rumeur, se dirigeant toujours vers quelque chose qu'il ne nommait pas tout à fait, quelque chose qui semblait mérité et non donné. Il était déjà devenu quelque chose à Victor Hugo, pas bruyant, pas perçu comme une force, mais las d'être considéré comme faible simplement parce qu'il gardait son propre rythme. Comme un nageur résiste au courant même lorsque la surface semble calme, comme un pianiste garde une main suspendue au-dessus des touches lorsque la pièce semble trop lumineuse. La force secrète de Romain n'était pas une chose bruyante, mais un schéma appris et conservé, une lignée de discipline qui n'avait rien à voir avec la bravade typique des couloirs. Dans un tiroir à la maison reposait une boîte de cassettes VHS, abîmée, provenant d'une tante éloignée, une archiviste particulière qui lui avait appris à regarder le mouvement plutôt que le volume, à reconnaître le rythme dans la tension et la détente dans le contact, une approche méthodique, presque spirituelle, du combat qui valorisait le contrôle, le timing et la retenue autant que la force, une façon de tourner l'énergie vers l'intérieur jusqu'à ce qu'elle trouve une direction à laquelle elle puisse rester fidèle. Il traversait la journée avec cet entraînement silencieux comme un moteur dormant qui pouvait rugir en vie en un battement de cœur. Et il ne s'en vantait jamais parce que la véritable preuve était dans ce qu'il faisait lorsqu'il était provoqué, pas dans ce qu'il disait à ce sujet. L'école était une enquête vivante sur toutes les nuances du pouvoir. Comment un couloir pouvait ressembler à un piège lorsqu'un regard était mal interprété, comment une file d'attente à la cantine pouvait devenir une scène d'humiliation lorsque quelqu'un décidait que les projecteurs lui appartenaient, comment les gradins après un match devenaient un chœur de rire qui pouvait creuser l'estime de soi de quelqu'un en quelques secondes. Il avait appris à écouter l'espace plus que les bouches autour de lui, et ainsi, les journées commençaient avec lui comptant les coins du bâtiment, comme s'il pouvait cartographier un chemin à travers un labyrinthe que lui seul pouvait voir. Les brutes n'étaient pas un mythe ni un cœur d'ennui distant. Ils parcouraient les couloirs avec la même malice exercée qu'un prédateur utilise pour rechercher la faiblesse. Et ils l'ont trouvé chez la mauvaise personne, le mauvais jour. Maxime Rivière, le chef apparent, était plus grand que la plupart et portait l'arrogance comme une veste sur mesure.
Le genre de fanfaronnade qui cachait la peur d'être négligé dans un monde qui récompensait le bruit plus que la nuance. Et son regard trouvait toujours la plus petite cible. Le gamin qui se déplaçait avec la vie du nombre. Le gamin dont le silence pouvait être mal interprété comme de la peur. Aurélien Collin suivait avec un sourire froid qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux, toujours à quelques pas derrière les choix de Maxime, mais désireux d'amplifier tout faux pas en un spectacle. Et puis il y avait Jérémy Dubois, un blagueur filiforme, qui pensait que le but de l'école était d'accumuler des points de spectacle, de voir qui scierait en premier, qui se soumettrait à la volonté la plus forte. Ils se sont installés dans la gravité sociale de l'aile Est avec facilité, échangeant des micro-agressions comme s'il s'agissait d'une monnaie, trouvant la plus petite opportunité de transformer un moment en une crise mineure publique. Et Romain a choisi d'observer plutôt que de participer, choisissant la voie qui le tenait à l'écart des projecteurs et empêchait sa colère de devenir une arme. Le premier incident fut un lent goutte à goutte d'embarras, plutôt qu'un seau de sel dans une plaie. Cela commença par une rencontre fortuite dans un couloir bondé d'élèves alors que la sonnerie approchait, un moment où un groupe de premières années entra en collision avec lui dans une gerbe de papier et d'eau renversée, un petit chaos qui aurait pu être oublié, mais la bande à Maxime récompensa le moment avec un chœur de sourires entendus et une série de commentaires chuchotés qui voyagèrent plus vite qu'une rumeur, transformant le pas discret de Romain en quelque chose de fragile aux yeux de ceux qui regardaient, le trébuchement qui n'était pas méchant mais plutôt dirigé avec un but, la façon dont un magicien incline une carte pour que la foule autrefois silencieuse croie ce qu'on lui dit, et le déversement d'une gourde qui roula sur le sol, tachant l'épaule de son sweat à capuche d'une tache marron terne. Le gloussement qui suivit ressembla à un poids physique, un chœur d'autres élèves qui regardèrent mais n'intervinrent pas. Le genre de public qui rend l'humiliation légitime parce qu'elle est témoignée et non interrompue. La respiration de Romain ne s'accéléra pas, son pouls ne s'emballa pas. Il sentit l'attraction familière vers l'intérieur, l'envie de s'éloigner et de faire semblant que rien ne s'était passé, de laisser passer le moment avec autant de dignité que l'on pouvait en emprunter à une scène conçue pour éroder la dignité. Et il continua son chemin, calculant la géométrie du trajet vers son prochain cours, ses pensées se tournant brièvement vers les cassettes de sa tante, vers l'art silencieux de survivre à une bande de brutes qui ne comprenaient pas encore le pouvoir avec lequel elle jouait. Le schéma s'intensifia progressivement. Une chaise tirée alors qu'il se préparait à s'asseoir à la bibliothèque après une dure séance de calcul, une farce où une tasse d'eau se renversa sur son livre, une insulte chuchotée dans le couloir comme si les mots pouvaient se glisser dans ses oreilles sans un bruit. Le genre d'humiliation qui ressemblait à un test pour lequel on ne pouvait pas étudier parce qu'on ne savait pas ce que le test voulait qu'on apprenne, et Romain apprit quelque chose d'important ces jours-là, le fait obstiné que sa retenue n'était pas une reddition, mais un choix de conserver l'énergie dont son corps aurait besoin plus tard, lorsque le test arriverait à échéance de la seule manière qui comptait. Un moment où il déciderait d'agir au nom de quelqu'un d'autre, ou au nom de ce qu'il croyait être vrai à son sujet. Il pensa à la raison pour laquelle le silence d'une personne discrète pouvait être plus dangereux que le cri d'une personne bruyante, à la façon dont une tempête patiente et tacite pouvait faire plus de dégâts à la fin qu'une seule explosion. Il ne se dit pas qu'il ne se défendrait jamais. Il se dit que peut-être il y aurait un meilleur moment. Un moment où la balance basculerait d'une manière qui ne le dégraderait ni lui, ni ceux qui l'intimidaient. Dans la cantine bondée où l'arôme de la pizza au pepperoni et du lait chocolaté flottait dans l'air comme un système météorologique, la bande à Maxime mit en scène une autre scène qui attira les regards de beaucoup, faisant de Romain la star involontaire d'un spectacle auquel il ne voulait pas participer, alors qu'il se tenait près de son plateau repas assez longtemps pour que le jus d'orange s'agite dangereusement, assez pour l'embarrasser à nouveau, et lorsque sa chaise se déplaça un peu, alors qu'il se levait pour se stabiliser, le volume de la pièce augmenta, tout le monde regardant,
et s'attendant à une blague ou à une remarque grossière. Mais ce qui se produisit à la place fut un pic de conscience qui n'appartenait pas au seul groupe de brutes. Quelques camarades de classe qui avaient regardé avec un malaise silencieux trouvèrent leur propre courage pour détourner le regard du spectacle. Et dans cet acte bref et imparfait de regarder ailleurs, Romain reconnut un changement dans l'air, comme si l'école elle-même apprenait que la cruauté ne pouvait pas être contenue dans une seule blague privée sans que des ondulations ne touchent des jours plus innocents. L'événement majeur d'humiliation qui marque le tournant n'est pas enregistré dans le système Dewey de la bibliothèque, mais il est écrit dans la mémoire de chaque témoin qui prétendra plus tard l'avoir vu se produire. Il se produit un jour où les bannières de foot de la ville sont accrochées à l'extérieur des portes du gymnase et qu'un rassemblement de motivation est prévu pour célébrer une équipe qui sera bientôt obligée de réfléchir à sa propre image, dans le verre des miroirs du couloir. Dans la matinée, Aurélien Collin lâche un commentaire sur un garçon qui porte les mauvaises chaussures en cours, une phrase qui voyage dans le couloir comme une légère brise, pas violente en soi, mais suffisante pour magnétiser le moment en un aimant pour le pire. Et lorsque Romain passe devant un groupe de jeunes élèves qui le considèrent comme un gardien silencieux des règles non écrites du couloir, il voit Lila Moreau pour la première fois avec une clarté qui rend l'air autour de lui soudainement plus réel. Lila n'est pas du genre à reculer devant une caméra ou un défi. Elle se déplace avec une certaine grâce désinvolte qui fait pencher la pièce vers sa présence. Et elle a sa propre rébellion silencieuse. Elle photographie les histoires du couloir, les coins négligés où la journée d'une personne tourne, la façon dont la lumière d'un couloir projette une ligne sur le visage de quelqu'un et révèle quelque chose de vrai qu'il oublie de montrer. Elle a un petit cercle presque privé, un autre photographe nommé Milo, quelques amis qui se soucient de l'art plus que du jeu social. Et elle s'assoit à une table à la cantine avec un appareil photo autour du cou et un carnet de croquis ouvert, regardant la pièce avec une précision de bibliothécaire qui donne à Romain l'impression qu'il pourrait respirer dans le faible souvenir des cassettes de sa tante. Un après-midi, les brutes mettent en scène une farce qui est censée être un chef-d'œuvre de cruauté, une démonstration autosatisfaite de leur contrôle qui atterrirait dans tous les moulins à potins et ancrerait leur réputation de courtier de pouvoir incontesté du campus. Ils ciblent Lila directement, pas Romain, peut-être parce qu'elle bouillonne d'une confiance qui n'est pas bruyante mais puissante, peut-être parce qu'elle ose faire ce que les autres ne feront pas, documenter ce qu'ils font et montrer au monde à quoi ressemblent les coins cachés de Victor Hugo lorsque les lumières s'éteignent. Un plan est chuchoté dans des murmures qui n'appartiennent pas à l'oreille, mais à l'aura entre les gens. Un plan pour dépeindre le projet de Lila comme une farce, pour voler l'objectif qu'elle porte, pour exiger qu'elle supprime les photographies qu'elle a prises du bureau d'art et de la cage d'escalier où un élève discret avait appris à se cacher. Le moment où cela se produit est brutal dans son silence. L'objectif est arraché de son cou, alors qu'elle est assise près de l'exposition d'art dans l'atrium, la carte mémoire est prise, le corps de l'appareil photo laissé sur un banc avec sa sangle enroulée autour d'une chaise en métal, et le rire de la foule monte comme une marée qui semble avoir sa propre volonté, balayant le sentiment de sécurité qui avait auparavant maintenu le couloir immobile. Le visage de Lila, cependant, ne s'effondre pas. Il se serre avec une détermination que Romain n'aurait pas prédite dès la première rencontre, et quelques-uns de ses adeptes, ceux qui avaient senti les yeux inquisiteurs de la bande de brutes sur leur propre cou, regardent avec un mélange de peur et d'admiration, réalisant à quel point il serait facile d'être le prochain sur la liste du plaisir cruel de quelqu'un. Le tournant arrive non pas avec un cri, mais avec un acte calculé, presque cérémonial, qui appartient au monde qui l'a gardé privé. La décision d'agir avec retenue, mais avec une précision indéniable. La décision de révéler que sa force est une responsabilité autant qu'un instrument. Le premier signe de changement n'est pas un cri, mais une posture, un subtil changement dans la façon dont il tient sa tête, lorsqu'il passe devant les portes du gymnase après l'entraînement.
La façon dont ses épaules se soulèvent, juste d'une fraction comme pour dire « Je suis toujours là, même quand vous faites semblant que je ne le suis pas ». Le second est une conversation discrète avec Lila lorsqu'ils se rencontrent près de la salle d'art après l'école, où elle lui montre une photographie inachevée d'un couloir bondé au crépuscule, l'image capturant un moment d'immobilité au milieu de l'agitation, et dans cet échange, elle lui offre une confiance tacite qui rend sa poitrine moins creuse et plus préparée. Quelques professeurs remarquent aussi la différence. Monsieur Lemaire, qui enseigne l'histoire, aperçoit la nouvelle immobilité de Romain pendant un cours et hoche la tête comme s'il reconnaissait un pivot dans une histoire qu'il a racontée 1000 fois, et Madame Dubois du club de journalisme, qui avait vu Lila perdre un appareil photo et ressenti la douleur qui suit une telle manipulation de la confiance, regarde Romain avec un regard qui demande de la patience plutôt qu'une explication. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est suffisant pour confirmer ce qu'il soupçonne. Quelque chose en lui a changé, pas en une flamme, mais en quelque chose qui pourrait supporter le poids d'une véritable décision. La confrontation culminante survient après un acte cruel qui surpasse tout ce qui l'a précédé. Un calcul de douleur et d'humiliation conçu pour briser l'esprit d'une cible et pour tester la ligne entre le courage et l'imprudence. Les brutes coincent Lila près des gradins, après un entraînement de foot, la harcelant avec des blagues sur une photographie qu'elle a prise, la pressant de supprimer le travail qu'elle croit être véridique, et lorsque Romain les rejoint, la pièce elle-même semble se pencher plus près, les lumières fluorescentes bourdonnant avec une électricité tendue de faible intensité. Les yeux de Maxime brillent avec cet éclat familier de contrôle. Mais il y a une arête à son regard qui trahit un malaise maintenant que quelqu'un l'a remarqué. Non pas comme une blague, mais comme une force qui pourrait être mesurée et peut-être contestée. Les spectateurs se figent, pris entre le frisson d'assister à un spectacle et la peur maladroite d'en être le sujet, et quelques-uns d'entre eux, jeunes et moins jeunes, échangent des regards qui disent « Nous savons que c'est mal, mais nous ne savons pas quoi faire ». Puis Romain parle, pas fort, mais avec une cadence qui fait que chaque mot sonne comme un engagement. Il parle du respect gagné par un effort discret, du pouvoir utilisé pour protéger plutôt que pour dominer, d'un monde où la force est un bouclier et non une arme, et il s'avance avec un calme mesuré qui semble presque cérémonial, comme si un petit rite allait avoir lieu en plein air dans la nuit du stade. Ce qui suit n'est pas un combat au sens d'une arène de gladiateurs, mais une démonstration contrôlée de compétences, de temps et de retenue, une séquence qui utilise l'entraînement caché de Romain pour désamorcer le moment sans amplifier le mal. Il exécute une série de mouvements appris il y a longtemps avec la discipline d'un danseur et l'intention d'un stratège, une redirection rapide et précise de l'élan qui déséquilibre un agresseur sans frapper de toutes ses forces, un blocage apaisant qui renvoie l'énergie de la brute en elle, une mise au sol qui ne blesse pas mais enseigne, un relâchement qui se termine avec Maxime au sol, sa fierté fissurée plutôt que son corps, les deux autres reculant avec les yeux écarquillés dans un choix entre la retraite et l'imitation. Le bruit de la foule passe en un instant de la réjouissance à un silence stupéfait, puis à un murmure de surprise, puis à un écho d'applaudissements lents qui se répand des gradins au bord de la piste. Et dans ce moment, Romain croise le regard de Lila, une brève étincelle qui voyage entre eux et voyage plus loin, atteignant le petit cercle d'élèves qui n'avaient jamais osé être assez courageux pour se lever, au professeur qui finit par se diriger vers la scène avec un sens approprié de l'urgence, à ceux qui ont regardé et n'ont rien fait mais ont ressenti le poids de leur propre complicité silencieuse. La rencontre ne se termine pas par la longue traînée de colère et d'humiliation sur laquelle de nombreuses histoires s'appuient. Romain ne devient pas lui-même une brute, ne domine pas les autres avec un nouveau sentiment de supériorité injustifié. Au lieu de cela, il tend une main à Maxime, qui regarde avec un mélange d'incrédulité et de ressentiment obstiné. Et dans ses yeux, Romain voit la vérité de l'artiste.
chaque brute cache une peur qu'elle-même ne soit pas suffisante, une peur que son pouvoir puisse être enlevé par quelque chose qui dépasse son contrôle, et pendant un instant, la pièce retient son souffle alors que Maxime regarde la main tendue, puis la foule qui a cessé de rire, puis Lila qui se tient avec son appareil photo baissé à ses côtés, comme si elle aussi apprenait à faire confiance au fait que quelqu'un peut mener le combat sans devenir la chose qu'il déteste. L'acte de retenue est le coup de grâce qui compte ici. Pas un coup qui écrase, mais un coup qui brise le schéma de la peur et démontre que le courage n'exige pas la cruauté. La foule voit cela, les spectateurs inclus, et leurs esprits commencent à fragmenter de vieux scripts qu'ils avaient portés sur ce que signifie s'opposer aux brutes. Certains justifieront la cruauté parce qu'il est plus facile de l'appeler justice lorsque personne ne s'arrête pour demander si la justice pourrait être rendue sans nuire. D'autres ressentiront un tremblement de culpabilité pour avoir regardé en silence, et quelques-uns ressentiront une étincelle d'espoir que peut-être, juste peut-être, il pourrait être courageux sans devenir froid. Après la confrontation, la dynamique de l'école change par vagues lentes et prudentes, pas dans une réécriture dramatique, mais dans une série de reconnaissances silencieuses et de petits actes qui s'accumulent en un changement durable. Les brutes perdent leur place sur le piédestal immérité qu'elles s'étaient de construit. La fanfaronnade de Maxime vacille dans les couloirs où il se promenait autrefois avec certitude, ses amis suivant avec des pas incertains, tandis qu'Aurélien et Jérémie commencent à supporter le poids de la vérité du moment, leurs répliques confiantes se transformant en pauses maladroites, leur truisme sur le pouvoir perdant de l'écho. Les professeurs qui hésitaient autrefois interviennent maintenant avec plus que des rappels superficiels. L'administration lance un cercle consultatif sur le respect, et certains élèves qui avaient auparavant ignoré le sous-texte de la cruauté commencent à remettre en question leur propre inaction, se voyant peut-être pour la première fois vraiment à la place de ceux qui étaient ciblés. Pour Lila, l'incident devient le pont entre la peur et le but. Elle photographie les conséquences non pas comme un triomphe, mais comme un moment partagé de responsabilité, un enregistrement de ce qui s'est passé et de ce qui pourrait se produire lorsque le pouvoir est remis en question. Et dans le courage silencieux de Romain, elle trouve une sorte de camaraderie qui semble à la fois dangereuse et transformatrice, une relation qui se développe non pas seulement à partir de la romance, mais à partir d'une croyance partagée que le monde peut être changé avec des pas prudents, patients, plutôt qu'avec des gestes bruyants et imprudents. La morale qui émerge n'est pas un sermon, mais une vérité vécue. Se défendre ne signifie pas devenir la chose même que l'on méprise, et la justice n'a pas besoin de verser de sang pour être réelle. Le chemin de Romain reste peu glamour aux yeux de beaucoup, mais il gagne le genre de respect qui n'a pas besoin de cérémonies bruyantes pour être ressenti, une confiance entre pairs qui réalise qu'une constance silencieuse peut avoir plus de poids qu'un rugissement, que la retenue peut être l'acte de pouvoir le plus puissant lorsqu'elle protège les autres et préserve l'intégrité. L'atmosphère de l'école change en conséquence, non pas parce que les brutes disparaissent du jour au lendemain, mais parce qu'une culture de la peur rencontre le travail lent et obstiné de la responsabilité, et ceux qui ont refusé de participer à la cruauté commencent à parler, à défendre et à se tenir aux côtés de ceux qui sont différents plutôt que contre eux. Dans les semaines qui suivent, Romain se déplace dans le lycée Victor Hugo avec un sens changé de l'autorité. Pas le genre effrayant, mais le genre respectueux et mérité qui vient d'une personne qui utilise la force pour protéger les autres et pour s'empêcher de devenir une version fantôme de ceux qui avaient essayé de le jeter dans une. Il repense aux cassettes de sa tante, aux leçons sur l'équilibre et la patience, et il comprend enfin que son pouvoir n'est pas une arme pour la vengeance, mais un outil pour la justice qui respecte l'humanité de chaque personne dans les couloirs, y compris Maxime, Aurélien et Jérémie, qui sont aux prises avec leur propre tempête, et que le véritable test de sa croissance n'est pas de savoir à quel point il peut se déclarer fort,
mais avec quelle douceur il peut protéger ce en quoi il croit tout en gardant son humanité intacte. Le sourire de Lila, lorsqu'ils marchent ensemble après l'école vers le bus, ressemble à une promesse silencieuse que ce nouveau chemin, bien qu'il ait commencé sous l'ombre de l'humiliation, pourrait mener à quelque chose de plus grand, une collaboration de deux personnes obstinées et pleines d'espoir, qui refusent de se détourner de ceux qui ont besoin de protection, deux cœurs qui savent que le chemin vers le vrai pouvoir réside dans le choix de la miséricorde plutôt que de la moquerie, du courage plutôt que de la cruauté, et dans l'acte obstiné et ordinaire de se présenter et de tenir bon même lorsque le monde autour de vous est tenté d'oublier ce qui est juste. Et ainsi l'histoire se termine non pas par un coup de tonnerre de victoire, mais par une lumière douce et stable, la lumière d'un avenir où la résilience gagne le respect, où la justice est mesurée par la retenue plutôt que par la force, où quelqu'un comme Romain Dufour peut traverser les couloirs de Victor Hugo non pas comme un héros qui conquiert les autres, mais comme un témoin qui se change lui-même et les autres en refusant d'être le monstre qu'il craignait autrefois de rencontrer, et où la dernière page nous laisse avec un sourire entendu partagé entre deux personnes qui ont découvert que la vraie force est un acte silencieux de soin constant, le genre qui perdure longtemps après que le cri s'est estompé.